Bonjour à tous. Alors généralement au théâtre, on démarre avec les 3 coups, vous savez. 1, 2, 3. Moi j'ai une clochette. Ça tient dans la poche. C'est pratique. Bienvenue dans cette 4e édition des Journées de l'autisme. Je pense que vous avez tous eu et tous lu avec grande attention et plaisir, surtout ce petit programme qui en dit long sur ces 2 journées qui sont très denses et qui, je n'en doute pas, vont vous plaire énormément. Un petit mot aussi sur le fait qu'il y a cette journée de l'autisme 3 et 4 avril, mais il y a tout le mois d'avril qui est empli de belles choses. Et prenez cette petite plaquette, ramenez-la avec vous et profitez de ce mois d'avril. Il y a de très belles choses, très intéressantes dans toutes les landes sur l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux. Quelques petites précautions avant que l'on démarre. Pour ceux qui étaient là l'année dernière ou même les années précédentes, vous savez qu'on a pris une habitude, c'est de ne pas applaudir. Pourquoi ? Parce que quelquefois, les applaudissements sont si forts, si généreux, qu'ils créent quelques troubles peut-être auditifs pour certains d'entre nous, par excès. Voilà, par excès de bonne humeur, mais par excès quand même. Et donc, l'idée, c'est de ne pas applaudir. Mais il faut quand même manifester sa joie, il faut quand même manifester son plaisir. Alors, comment on fait pour manifester ? Ouais, voilà. Alors, il y a plein de fidèles, là, je vois qu'il y a plein de fidèles. Oui, avec les mains. Très bien. On fait un essai. Applaudissements. C'est parfait. Parfait. C'est très, très bien. Alors, il y aura peut-être une petite exception, mais je suis le maître de l'exception. D'accord ? Voilà. D'autre part, vous le savez, nous avons des espaces de repos qui permettent à certains d'entre nous qui en ont besoin de faire un petit break, d'aller se reposer un petit peu. Donc ces espaces de repos sont fléchés. Si vous ne les trouvez pas, nous avons partout dans le théâtre, dans les couloirs, des guides qui pourront vous aider. Si vous en avez besoin, profitez de ces espaces de repos. Alors, cette année, comme l'année dernière, vous avez peut-être vu en rentrant, nous avons des caméras. Il y a une caméra là, il y en a 2 autres là-haut. Et bien évidemment, il y a des caméramans, il y a des réalisateurs qui sont là, parce que nous allons faire une captation de tout ce qui va se passer sur cette grande et belle scène. Alors, rassurez-vous, vous qui êtes de dos par rapport aux caméras, on ne vous verra pas. Par contre, dès que quelqu'un est sur la scène, eh bien, effectivement, il va être filmé. Et c'est très intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir retrouver prochainement sur le site du département des extraits ou tout ou partie d'une conférence ou d'une table ronde. Et puis, profitez aussi des espaces d'exposition qui vous sont offerts. Profitez lors des pauses, profitez lors de la pause du déjeuner, profitez en fin d'après-midi. Vous verrez, il y a de très belles expositions, il y a des jeux. Voilà, allez vous promener, n'hésitez pas, ça vaut le coup de profiter de ces espaces d'exposition. Alors, pour ouvrir ces journées, je vais accueillir 4 personnes. Et je vais commencer par accueillir M. Charles Daillot, qui est parmi nous, qui est le maire de Mont-de-Marsan et le président de l'agglomération de Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan Agglo. Oui, voilà. Monsieur Daillot, je vous laisse le micro. Bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer mon propos, bienvenue au Théâtre de Gascogne. Avant de démarrer mon propos, je voulais saluer Monsieur le délégué interministériel, Madame la vice-présidente du conseil départemental, je ne vois pas les gens, mais enfin ils doivent être là. J'ai vu Madame la directrice d'académie, j'ai vu beaucoup de professionnels aussi des structures, des bénévoles, des associatifs, tous les intervenants. Vous souhaitez la bienvenue ici. Vous remerciez Madame la vice-présidente et vous remerciez le président Fortinon de me donner l'occasion de pouvoir, avec vous, introduire ces journées de l'autisme à Mont-de-Marsan. Vous avez entamé, vous l'avez dit, un cycle d'1 mois avec de nombreuses animations. J'ai vu qu'il y avait des expos, des concerts, des visites et surtout de l'échange, des échanges de bonnes pratiques, des échanges d'expériences. C'est ici un lieu d'échange, hein. Vous êtes dans un lieu d'échange artistique, d'émotion artistique.
Ce sont ces échanges qui, dans leur dimension relationnelle, sont si singuliers chez nos concitoyens atteints par l'autisme. Je ne dirais pas l'autisme, je dirais les autismes, car un peu comme dans cette salle, vous n'êtes pas semblables, il n'y a pas deux autismes semblables, deux autistes semblables. Pour certains, le handicap est visible, pour d'autres, il l'est moins, ou il n'est pas tout de suite, plus comportemental que physique, parfois dit de haut niveau, parfois avec des grosses déficiences intellectuelles. L'autisme n'est pas l'incarnation que porte si bien Dustin Hoffman dans Rayman, il n'y a pas que ça. Les besoins sont tous différents, hétéroclites, individualisés. C'est aussi pour cela que la prise en charge doit être individualisée. C'est aussi pour cela qu'il y a parfois une limite à des prises en charge trop collectives. Chacun sa vie, chacun sa réussite. C'est le projet que vous avez lancé et dans lequel on emboîte le pas. Chacun sa vie, c'est chacun son autisme, en fait. Chacun sa réussite, c'est chacun sa marge de progression. Si petite soit-elle, elle existe toujours et il faut donner la possibilité de s'épanouir à chacun, à chaque porteur, à chacun des concitoyens TSA. Et je sais que vous êtes tous là avec ça en tête. Je voulais vous en remercier. Ce n'est qu'une question de moyens, certes, mais c'est peut-être aussi une question de logiciel, d'approche de prise en charge, médico-sociale ou pas. Et je sais que les échanges que vous avez pendant ces journées, je crois que c'est la troisième édition, 4e édition, font bouger les lignes en ce sens, et encore merci. Le maire de Mont-de-Marsan va poser sa casquette, il va prendre celle de parent. Sa casquette. Comme d'autres, je suis particulièrement concerné avec mon épouse par le sujet, je m'en serais bien passé. J'ai toujours un problème avec la journée 2, moi. La journée de la femme, la journée du duo D, la journée contre la guerre, pour la paix. Alors vous, c'est pas une journée, c'est un mois entier, donc ça c'est plutôt ambitieux, je voulais saluer. Mais j'ai du mal avec la journée 2, parce que je pense à ces parents qui aimeraient bien une journée sans autisme, sur les 365 avec tous les dommages, tous les impacts collatéraux que ça peut avoir d'un point de vue relationnel, sociétaux, familiaux et autres. Je connais beaucoup de parents concernés, j'essaye de les recevoir dans mes fonctions. J'en ai pas vu un seul qui n'a pas craqué une fois, un an, qui n'a pas craqué une fois par mois, une fois par semaine, même une fois par jour. Alors ce jour pour nous est un jour empreint de gratitude et de respect notamment pour vous qui n'êtes pas peut-être directement concernés comme parents, mais qui êtes là pour servir les autres. Et puis il y a l'espoir de cette journée, l'espoir qui décourage un petit peu le découragement de certains parents. Moi, l'autisme que je vis, c'est un autisme qui a un regard qui fuit, un autisme plus attiré par les objets que par les personnes, un autisme où la frustration, quand elle est poussée pour un simple petit détail, prend son paroxysme. Ça, c'est l'autisme un peu galère. Et puis un autisme plus drôle, parce qu'il faut toujours finir de manière plus légère. C'est l'autisme qui pique une frite dans l'assiette du voisin dans un restaurant. C'est celui qui fait une bise à un inconnu dans la rue sur un coup de tête. C'est celui qui entonne une mélodie d'une chanson française alors qu'il a juste entendu la chanson 5 minutes avant. Juste vous dire que l'autisme ne se soigne pas, il n'y a pas de médicaments. Par contre, tous ensemble, dans vos rôles respectifs, vous améliorez la vie des autistes et la qualité de vie de leur famille. Et rien que ça, ça vaut bien un jour, un mois. Merci et bienvenue au Théâtre de Gascogne. Merci beaucoup, Monsieur Daillot. J'invite Magali Valliorgue à nous rejoindre au pupitre. Voilà. Magali Valliorgue est conseillère départementale en charge de la politique du handicap. Bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et merci pour ce mois consacré à vous. Je salue les services du conseil départemental, puisque depuis quelques années, ça représente maintenant la 4e édition, on a des équipes complètement dévouées à ce mois qui vous est dédié. Et c'est réellement un plaisir de venir ouvrir cette 4e édition. Donc à vos côtés, vous dire que cette édition s'inscrit dans la continuité des éditions précédentes, c'est surtout une ambition que des propositions concrètes issues de ces journées puissent être mises en œuvre sur notre territoire, dans le département,
et par ses partenaires tout au long de l'année. Je crois que ce qui se dit aujourd'hui pourra avoir des effets sur le long cours. En tout cas, c'est l'ambition que nous portons. Cette édition 2025, et j'en suis ravie, va laisser une place importante au service de l'éducation nationale pour renforcer le partenariat avec tous ceux qui ont la charge de l'accueil et de l'accompagnement de l'école des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. Madame la nouvelle directrice des services de l'éducation nationale était parmi nous ce matin. Elle n'a pas pu rester, mais elle sera là demain après-midi. Et je salue toute l'équipe, Madame Cutillas au premier rang et toute son équipe, avec qui nous avons fait des progrès, mais où nous avons aussi encore une marge de progression, je pense, avec toutes les personnes qu'il va falloir encore et toujours sensibiliser pour faire de l'inclusion une véritable ambition. C'est également un temps fort durant ce mois qui est porté par les associations et toutes ces actions sont coordonnées par le département. On a également la chance de pouvoir réaliser ce mois de l'autisme et en particulier ces 2 journées dans ce centre culturel et je remercie Monsieur Daillot, président de Marsan Agglomération, pour nous mettre à disposition ce lieu magnifique puisque c'est un outil vers la culture. Également, je remercie le partenariat avec le Stade Montois puisque ces journées ont commencé dès dimanche avec les foulées bleues où certains d'entre nous ont mouillé le maillot et c'était plutôt une très belle journée, une très belle réussite. Donc c'était organisé aussi avec l'ADAPI et je remercie toutes celles et ceux qui ont participé à cette journée, sans oublier les Jardins de Nonnerre qui étaient parmi les participants et les organisateurs dans cette journée. Un petit mot, puisque ça a été dit, et je remercie M. Daillot de l'avoir cité, le projet Chacun sa vie, chacun sa réussite, qui va se concrétiser d'ici 2028. Cette semaine va se réunir le cabinet d'architectes pour le jury de concours pour définir les grandes lignes de ce projet. Vous dire aussi que le SAMSA de l'Algérie poursuit son développement avec l'ouverture d'un appartement qui lui permet de travailler sur les habilitations sociales avec les jeunes suivis. Également, une maison d'accueil temporaire sera prochainement acquise par l'Algérie à Mont-de-Marsan, qui devrait pouvoir offrir à partir de septembre 2025 un accueil avec hébergement pour 5 jeunes accompagnés par le SAMSA. Le soutien indéfectible aux associations, aux initiatives associatives. Alors le conseil départemental continue d'accompagner notamment les porteurs de projets d'habitat inclusif. On continue avec le concours de l'Algérie, un projet à Saint-Perdon, Colocadi à Morsinx, les PEP 40 avec Biscatypique à Biscarrosse. Donc tous ces habitats devraient pouvoir voir le jour en 2025. C'est une véritable bouffée d'air pour avoir accompagné celui qui maintenant a une petite vie de routine à Sabre avec Casa dos Landes. C'est une véritable bouffée d'air pour les jeunes qui sont en quête d'autonomie et pour leur famille. Et tous ces projets, toutes ces initiatives qui peuvent être portées par les parents ou par les associations sont accompagnées par le département des Landes, puisque nous avons mis en place un forfait d'accompagnement pour travailler avant tout le projet de vie qui sera accueilli dans des projets ensuite immobiliers. Je sais qu'il y a aussi un projet en réflexion sur Mont-de-Marsan que nous ne manquerons pas d'accompagner sur le long cours parce que cette réussite-là, elle est sur le long cours. Elle commence à l'école, elle se poursuit dans la jeune vie d'adulte et jusqu'à la fin, on va dire, dans la société, faire tous ensemble que cette inclusion soit plus qu'une ambition, mais réellement une réalité. Et pour ça, je tiens à remercier très sincèrement le professeur Catherine Barthélémy qui, depuis le début de cette aventure dans laquelle
s'est lancé le conseil départemental avec également l'ARS. Madame Barthélémy nous accompagne et nous apporte la caution scientifique indispensable à la durée dans le temps de ce projet ambitieux, mais auquel nous croyons toutes et tous. Et grâce à vous, à votre présence maintenue, soutenue et fidèle, nous allons pouvoir poursuivre ce beau projet. Voilà, je ne serai pas plus longue. En tout cas, merci pour toutes ces journées et puis bon mois de l'autisme. Merci Magali Vallerle. Eh bien, nous accueillons maintenant Damien Sainte-Croix, qui est directeur adjoint de la délégation territoriale de l'ARS des Landes, que nous connaissons bien aussi. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, je tiens à saluer du coup le conseil départemental, Magali. Bonjour et merci beaucoup pour ces journées qui sont à chaque fois très bien organisées et qui sont un rendez-vous attendu de tous. Je tiens à saluer aussi l'inspection d'académie, Madame la présidente du conseil scientifique, Monsieur le maire, chers élus, chers professionnels et chères personnes concernées. Donc aujourd'hui, 4e édition. Encore une fois, c'est un rendez-vous qui nous réunit tous. Ça sera comme les autres fois, j'imagine, une belle journée, enfin 2 belles journées de rencontres, d'écoute, de partage, qui sont essentiels parce que c'est des moments où en fait on prend le temps de questionner comment on fait société au sens large, toutes les actions assez classiques qu'on peut faire au quotidien chacun, on ne pense jamais à se questionner, mais il y a d'autres façons de le faire. Par exemple, comment on applaudit collectivement, comment on peut aussi prévoir des salles de repos, qui pourraient très bien me servir à moi aussi à des moments un peu tendus. Donc non, c'est extrêmement important parce qu'on prend des habitudes et on ne prend pas assez le temps de se questionner. Donc dans le comment on fait société, il y a aussi le comment on fait école. Et du coup, la participation de l'éducation nationale, c'est extrêmement important pour ces journées, mais aussi dans le cadre de la stratégie qu'on met en place autour de l'autisme. Le monde de la santé et du médico-social a besoin d'avoir des liens forts avec l'école, comme l'école a besoin d'avoir des liens forts avec le médico-social pour pouvoir accompagner ces jeunes avec leurs spécificités. Donc c'est très bien, on a l'occasion de pouvoir centrer ces journées sur cette interaction, donc c'est parfait. Je tiens à souligner quand même, cette année, ça a été aussi l'année, enfin la fin de l'année dernière, où on a reçu le Conseil national consultatif pour les personnes handicapées, la CNCPH. C'est la première fois qu'ils organisaient une conférence territoriale, c'est-à-dire qu'il y avait la conférence nationale et là ils l'ont réfléchi au niveau territorial. C'était grâce encore une fois au conseil départemental et aux initiatives qui ont été portées localement par les élus, et donc ça a été aussi une façon de questionner encore une fois comment on décline ces stratégies nationales, ces grandes réflexions qui se sont pensées à Paris et comment on les met en place dans les Landes et comment on sort uniquement des champs historiques du handicap pour venir questionner toutes les fonctions de l'État et de la société dans sa globalité. Et c'est grâce à cette initiative qu'on va pouvoir très certainement dans les prochaines semaines et les prochains mois organiser une signature collective assez élargie de la charte Romain Jacob, qui est assez connue sur la notion d'accessibilité de tous les services publics pour les personnes en situation de handicap. Donc symboliquement, c'est aussi une marche importante qui va être passée et que le département pourra aussi mettre en avant. Donc les journées de l'autisme, c'est aussi l'occasion de faire le point sur l'année passée. Donc l'année passée, on avait parlé de la conférence nationale du handicap et des 1,4 milliards qui avaient été débloqués au niveau national pour ouvrir des places et ouvrir des postes. On avait expliqué l'année dernière que dans les Landes, ça se traduisait par 8,8 millions d'euros. Sauf que ce n'était pas 8,8 millions d'euros cash d'un coup, c'est 8,8 millions d'euros qui étaient à déployer sur plusieurs années avec un plan de montée en charge qu'on a construit avec le conseil départemental justement, mais aussi avec l'éducation nationale pour les services qui sont en lien avec l'éducation nationale. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais fin 2024, on a réussi à ouvrir des places de CESAD pour un montant de 200 000 euros.
Et pour l'année 2025, là, déjà sur le premier semestre, il va y avoir 700 000 euros de places qui vont être ouvertes sur le territoire sous forme de SAMSA, sous forme d'UEMA, donc une unité d'enseignement maternel adapté, notamment dans le nord du département, mais aussi une extension de ce qu'on appelle la PCO, c'est la plateforme de coordination et d'orientation qui permet de repérer au plus tôt les troubles et de donner des réponses et des parcours, construire des parcours adaptés aux familles qui en ont besoin. Donc il se passe des choses et ces journées, ces temps de réflexion collective, elles permettent de créer le terreau et le lien et qui fait que quand ces places on va atterrir sur le territoire, elles vont venir dans une dynamique qui existe déjà. Elles vont venir alimenter des réflexions, elles vont venir s'intégrer dans un écosystème qui est déjà animé, qui n'est pas inerte et qui est en réponse et qui va pouvoir les intégrer assez facilement. Donc au-delà de ça, il y a aussi, en dehors des crédits CNH, il y a aussi la plateforme de père aidance qui va être déployée. Donc c'est sur les aspects de santé mentale au sens large, donc c'est pas uniquement centré sur l'autisme, mais il y a aussi la volonté qu'ils puissent porter ce qu'on appelle la père aidance. J'en avais parlé l'année dernière, c'est le fait d'avoir une personne qui est concernée par les troubles qui peut apporter une vision complémentaire de la relation soignant-soigné ou accompagnant-accompagné et qui peut apporter voilà, ce fameux pas de côté qui peut des fois débloquer des situations. Et le dernier projet que je veux évoquer, parce que le but c'est pas non plus de faire une liste à l'après-vert, c'est un appel à projet pour ouvrir un centre, un collectif d'entraide, pour l'insertion professionnelle. Les Landes sont un des territoires qui est ciblé pour essayer de faire émerger ce projet. Et donc, on a un projet notamment qui peut être intéressant et qui concourra pour essayer d'obtenir ce crédit-là. Donc, voilà, c'est aussi une nouvelle offre qui sera extrêmement importante pour accompagner les jeunes dans l'insertion professionnelle. Je ne vais pas être plus long. Je vous souhaite du coup des journées productives, enfin, je sais qu'elles le seront, productives et constructives. Et bonne journée à tous. Merci. Merci Damien Sainte-Croix. Nous allons accueillir une quatrième personne qui va apparaître. C'est Étienne Pau. Étienne Pau est délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Et il va apparaître, Monsieur Pau, sur l'écran. Mesdames et messieurs, Madame la présidente de l'Académie de médecine, chère Catherine Barthélémy, Madame la présidente d'Autisme France, cher Daniel Langlois, chères personnes concernées, chères familles, chers professionnels, que vous soyez médecin, psychiatre, pédopsychiatre, neurologue, orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, AES, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, assistante sociale ou assistants sociaux, et sans doute que j'oublie encore beaucoup de catégories professionnelles, sachez que je regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui pour ces rendez-vous landais de l'autisme, rencontre incontournable de ce que je vois dans votre programme, avec des thématiques qui, vous le savez, sont à mes yeux extrêmement importantes. Je souhaitais donc en quelques secondes, quelques minutes, insister sur certaines d'entre elles. La première thématique est celle des comportements défis. Les comportements défis, nous devons mieux les prévenir dans notre pays. Bien sûr, c'est un souci d'humanité, c'est un souci de respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, mais c'est aussi un souci de lutte contre les ruptures de parcours encore très présentes dans le champ médico-social et avec un impact terrible pour les personnes concernées et leurs familles. Nous avons déployé des unités renforcées pour personnes avec troubles du spectre de l'autisme, les fameuses URTSA, et avec de la transparence, je crois, j'ai rappelé que ces unités ne fonctionnaient pas aussi bien que nous le souhaitions et qu'elles méritaient que les professionnels, les personnes concernées, les familles se réunissent à nouveau pour discuter du cahier des charges de celles-ci et pour que ces unités soient les plus efficaces possibles en garantissant un accueil de qualité pour les personnes, mais aussi les plus attractifs possibles pour les professionnels, car vous le savez, c'est un enjeu majeur. Je remercie donc l'ensemble des professionnels qui sont actuellement en train de plancher sur la révision de ce cahier des charges, qui j'espère aboutira à une version rénovée de ces URTSA qui satisfera les personnes concernées, bien sûr, les familles, mais aussi l'ensemble des professionnels. Je souhaitais aussi rappeler l'importance de la scolarité, de la scolarisation des enfants autistes.
Vous le savez, les enfants autistes peuvent être accueillis à l'école ordinaire de plus en plus, et c'est une très bonne chose, au travers des unités d'enseignement maternel pour enfants autistes, au travers des unités d'enseignement élémentaire pour enfants autistes, mais aussi au travers de l'autorégulation à l'école. L'autorégulation à l'école, c'est un dispositif innovant car c'est la première fois que des professionnels du médico-social interviennent directement dans l'école ordinaire. C'est une vraie chance pour les enfants qui sont accueillis de pouvoir évoluer, grandir au milieu de leurs camarades, avec ou sans trouble du neurodéveloppement, avec ou sans handicap. Je sais que l'intégration des enfants en situation de handicap à l'école génère parfois des difficultés pour des professionnels, que ce soit du médico-social ou de l'enseignement, mais essentiellement par faute de formation et de sensibilisation. C'est la raison pour laquelle des événements comme ceux que vous portez, mais aussi l'initiative que nous portons avec la région Occitanie pour déployer des formations croisées entre professionnels du médico-social et de l'éducation nationale devraient permettre à terme de créer un vrai esprit d'équipe au sein des écoles pour accompagner tous les enfants en situation de handicap. Je suis convaincu, pleinement convaincu, que les enseignants sont prêts à accueillir ces enfants en situation de handicap. Je balaye ainsi d'un revers de main les réflexions que je peux entendre qui visent à dire que oui, mais ça dépend du handicap, tout n'est pas possible. Tout est possible dès lors que les professionnels s'inscrivent dans cet esprit d'équipe et qu'ils participent à ces nouvelles plateformes, dont les plateformes d'autorégulation que j'ai citées. Voilà les quelques éléments que je souhaitais vous partager, qui doivent faciliter un accueil toujours meilleur, de plus grande qualité pour les personnes avec troubles du spectre de l'autisme dans notre pays. Je serai très attentif aux conclusions et aux perspectives de votre journée et je vous dis à très bientôt. Très bien. Merci, Monsieur Pau. L'année dernière, on y avait songé même avant, mais l'année dernière, on a pris une résolution, puisque à chaque fois que ces journées se déroulent, on a des idées, des projets, on veut mettre en place des actions. Et à juste titre, on s'était demandé, mais en fait, une fois que la seconde journée se termine, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'il se passe des choses voilà. Ou rien? Monsieur Daillot, tout à l'heure, parlait du fait qu'une seule journée, pour quelle que soit la thématique, c'est insuffisant. 2 journées, c'est mieux. 1 mois, c'est encore mieux. Mais 365 jours dans l'année, ce serait parfait. Eh bien, on va vous proposer une petite rétrospective pour vous montrer tout ce qui a pu s'accomplir depuis 1 an, et notamment en regard des 3 résolutions que nous avions prises au détour de ces journées de 2024. Donc je vous laisse découvrir cette rétrospective et ensuite nous appellerons quelques personnes qui viendront nous parler justement de la mise en œuvre de ces projets que nous avions décidés il y a 1 an. Voici la rétrospective.
Merci pour ce beau travail et ce beau montage. Vous voyez, on ne chôme pas. On n'a pas tout mis. Mais je crois que vous avez un beau panel de tout ce qui a pu se réaliser, qui tente en cours de réalisation. Alors je vais appeler quelques personnes pour nous en dire plus. Malone Samartano va nous rejoindre. Je sais que Malone est là. Voilà. Nous connaissons Malone Malone est déjà intervenu quelques fois dans des journées, notamment sport et autisme, si j'ai bonne mémoire. Où tu veux. Ouais. Sébastien Ladois. Eugénie Larivière. Pierre Destarac. Ce sont des personnes que vous avez peut-être vues dans les clips. Hein. Renaud Geoffroy. Où est Renaud? Voilà, Pierre. Renaud Geoffroy et Céline Fuseau. Voilà. Et je vous propose qu'on fasse un peu le bilan de ce qu'on avait imaginé il y a un an. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait trois ateliers il y a un an. Et dans l'atelier numéro 1, justement, on avait pris des résolutions. On avait pris des décisions. Comme par exemple, valoriser les familles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Voilà. Et puis, on avait également pris une autre résolution dans l'atelier numéro 1, moi je m'en souviens. C'était d'élaborer un identifiant personnalisé et évolutif pour la personne autiste et qui pourrait être adapté et aussi promouvoir les compétences, les singularités, les vigilances à avoir, etc. Dans l'atelier 2, l'idée c'est de construire des passerelles pour améliorer la flexibilité. Et on avait émis l'idée de surtout ne pas oublier de valoriser les succès, les bonnes pratiques, les potentiels, de cibler sur un territoire dans le département des expériences réussies, se servir de ces expériences réussies, et puis créer des ponts, des passerelles entre les besoins, les envies de la personne et les possibilités d'inclusion. Donc il y avait cette idée de pont, de passerelle. Et dans l'atelier 3, souvenez-vous, nous avions décidé de construire quelques outils pour promouvoir l'autonomie dans les déplacements. C'est une grande question, la question des déplacements et de la mobilité. Et donc, les idées, ça avait été entre autres de se mettre à l'écoute de tous les usagers de la voie publique, de sensibiliser les personnes, dans le domaine des transports, d'élargir les compensations mobilité-inclusion, et puis de développer une approche sensorielle de la voie publique et d'associer les représentants du handicap et d'établir une cartographie des mobilités au sein du département. C'est beaucoup. C'est ambitieux. Voilà. Des fois, c'est difficile de tout faire. Alors, on va faire un petit point. Qu'est-ce qu'on a pu réaliser? Où est-ce qu'on en est? Et on peut le faire atelier par atelier, si vous êtes d'accord. Voilà, en commençant par l'atelier 1, où il y avait cette idée de créer un identifiant et aussi de valoriser les familles et leur savoir-faire. Alors. Oui, alors la valorisation des familles se met de plus en plus en place. Nous avons les thérapeutes qui ont bien compris que il fallait que les familles puissent suivre, parce que c'est pas en 1 heure par semaine que l'enfant va pouvoir évoluer. Donc il y a de nombreux programmes du style Ruby qui sont mis en place pour la guidance parentale. Donc ça, c'est vraiment un pas vers la valorisation des parents pour les soutenir au quotidien.
Nous, à ma Maison Bleue, l'idée justement, c'est qu'on partage, chaque parent partage ses astuces quand ils se rencontrent. On a vu tout à l'heure dans la rétrospective, il y a eu de mis en place en collaboration avec l'UDAF et la communauté 360, les ateliers, les parents papotent, les enfants s'amusent, où là c'est pareil, il y a les parents qui peuvent exprimer leurs besoins et renforcer leur confiance en eux. Et voilà, la guidance parentale, je pense, aujourd'hui, va devenir un sujet de plus en plus important pour que les familles puissent accompagner sur du long terme leurs enfants. En ce qui concerne le passeport, nous avons eu 3 réunions au cours de l'année, donc après les rendez-vous landais, afin de mettre en place un document donc, qui est presque finalisé. Il manque le logo du département qui est en cours de finalisation, mais ça ne serait tardé. Donc ça va se présenter sous cette forme-là à imprimer. Donc ce sera diffusé par le département à toutes les personnes qui en auront besoin et au travers des associations également. Donc l'idée, hop, on le découpe. Et on se retrouve avec donc une petite carte d'identité. Il y a 2 modèles. Il y a un modèle je suis autiste. Si vous lisez ce document, c'est que je suis en difficulté. Et il y a un modèle parce que on est tous, on le disait tout à l'heure, différents dans notre façon de porter notre autisme et d'avoir envie ou pas de s'exprimer clairement dessus. Donc il y a un modèle où on ne dit pas qu'on est autiste, on dit juste qu'on est en difficulté. Et donc, on peut le remplir, donc ça se plie en 4, on le remplit avec le nom des personnes à appeler. Et surtout, ce qui est très important, c'est ce qui me rassure et ce qui me dérange, parce que ça fait partie des éléments qui sont vraiment importants dans la prise en charge d'une personne en difficulté. Si cette personne n'aime pas qu'on la touche et qu'on vient pour la protéger, ça va vraiment risquer de tout compromettre. Alors, c'est très important d'avoir toutes ces informations réunies dans ce document. Ce document, il sera... alors, on en a quelques exemplaires donc en prévision de la future sortie. Vous pourrez le consulter à l'extérieur tout à l'heure lors de la pause. Et ce document, vous pensez qu'il sera disponible à peu près quand? Oh là, on attend, Sandrine ? On attend la validation du nouveau logo du département, donc je ne vois pas Sandrine, mais c'est vraiment très, très incessamment sous peu. Très incessamment sous peu, ça c'est bien ça. Dans quelques semaines ? Dans quelques semaines, voilà, c'est vraiment... Quelques semaines, mais c'est super, très bien, très bien. Et comment il va être diffusé ? Alors, il sera sur le site du département et il sera également diffusé à toutes les associations qui pourront les faire suivre également aux personnes qui en feront la demande, déjà à leurs adhérents et aux personnes qui en feront la demande. D'accord. Et son nom, c'est Passeport. C'est carte d'identité. C'est une petite carte. Petite carte d'identité. D'accord. Je peux vous poser une question ? Vous êtes réunis 3 fois. Oui. Il y a eu des débats entre vous, il y a eu Oui, alors il y a plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce qu'on mettait dessus ? Est-ce qu'on en mettait beaucoup, pas beaucoup ? Encore une fois, l'histoire de je suis autiste, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas ? Est-ce que, c'est pas que j'assume, est-ce que ça me gêne que les gens me catégorisent ou pas, quoi. Donc ça, c'était très important. L'avantage de ce papier que l'on peut plier, c'est qu'il y a 4 côtés qui sont déjà inscrits, préconçus, mais à l'intérieur, on peut aussi rajouter au crayon soi-même des choses que l'on a besoin de pouvoir transmettre en cas de souci. Donc voilà. Voilà. Les plus importantes, c'était en si peu d'espace, parce qu'il ne fallait pas qu'on se promène avec un gros classeur, voilà, et puis il n'est pas question de se promener avec son dossier médical, mais en si peu d'espace, quelles étaient les informations importantes que l'on avait envie de transmettre en cas de difficulté. D'accord. Rendez-vous dans quelques semaines. Alors. Voilà, exactement. C'est super. Merci beaucoup. Et puis, on avait dans cet atelier 1 aussi l'idée de valoriser les familles. Est-ce que parmi vous, justement, vous avez mené, et je pose la question à tout le monde, là, est-ce qu'il y a eu des actions, justement, à l'endroit des... Vous avez des micros, hein, vous avez plusieurs micros. À l'endroit des familles, associant les familles, faire en sorte de valoriser les compétences parentales. Est-ce qu'il y a eu d'autres actions ? Oui, alors si je peux prendre la parole, oui, nous c'est
c'est un peu notre cœur d'action, hein, l'aide aux familles et la valorisation des compétences. Dans l'association Autisme Land, on a mis en place des cafés rencontres tout au long de l'année, ce que nous on a appelé des cafés OTSA, pour justement générer des connexions et une entraide mutuelle, mais à travers les familles, les professionnels. C'est vraiment ouvert à tous ceux qui le veulent. Donc on est vraiment dans cette entraide, et aussi vous l'avez passé dans la rétrospective, on a été contacté par donc le WIPSI, la Maison de l'Europe, pour justement travailler sur un projet de c'est pas forcément voyage le bon mot, mais du moins de passer du temps avec plusieurs jeunes, on va dire entre 15 et 25 ans. L'idée, c'est de ne plus parler d'inclusion, mais de parler juste d'une bande de copains qui partiraient en voyage ou qui passeraient des bons moments ensemble. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille justement, la montée en compétence justement des familles et des aidants ou des accompagnants fait partie de nos actions. Encore il y a 2 jours, on était à la Maison de l'Europe pour proposer une sensibilisation et travailler ce projet. Alors, il y a des familles qui sont dans la salle, j'imagine. Si, en tant que famille, je souhaite me rapprocher de ce dispositif, comment je fais pour vous contacter? Est-ce que c'est possible? Comment je peux, moi aussi, m'inscrire dans cette démarche? Vous parlez du dispositif avec WIPSI? Alors, le projet vient juste d'être déposé. Hein. Il faut attendre la réponse déjà avant de savoir si on peut être financé et du coup aller à l'étape d'après. Donc pour l'instant, on est au tout début. En revanche, toutes les familles peuvent nous contacter par téléphone ou par mail. On répond relativement rapidement sur toute question qu'elles peuvent avoir. On les aide vraiment dans leur parcours de vie, finalement, à trouver des solutions là où il n'y en a pas. Et notamment, on est énormément contacté par rapport à des ruptures de parcours. On en parlait, mais voilà. Donc l'idée, nous, c'est d'avoir. On a beaucoup de partenariats et de bonnes relations avec toutes les institutions, et on a à cœur de travailler tous ensemble. C'est-à-dire que tout seul, on ne peut rien faire, mais par contre, en ayant, en travaillant tous dans le même sens, on arrive à générer encore une fois des connexions qui permettent en fait de résoudre certains problèmes. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut tendre. D'où d'ailleurs l'ouverture, si je peux en dire 2 mots, mais l'ouverture du pôle ressources et relais qu'on a créé en réponse d'un appel à projet en 2024. C'est justement dans cette idée, c'est de pouvoir intervenir au plus rapidement chez les familles et aidants afin de pouvoir générer une montée en compétences. Beaucoup de familles nous appellent en nous disant je viens d'avoir un diagnostic, je ne sais pas quoi faire, j'ai mon enfant qui reste à la maison, je suis perdu. Et bien, l'idée, c'est de pouvoir aussi les aider dans leur quotidien pour qu'ils puissent tout simplement souffler ou sortir de l'isolement. C'était notre idée, en proposant bien évidemment aussi des temps de relayage, parce qu'elles ont aussi besoin de souffler, ces familles-là, ou ces aidants. On peut en savoir plus sur le relayage ? Alors oui, parce que le relayage, il est proposé, nous on part sur un relayage d'1 journée maximum, une demi-journée ou quelques heures, mais on ne fait pas que relayer, c'est-à-dire que mes éducatrices vont aller au domicile de la personne. Alors il y a toute une préparation, bien évidemment, je fais des raccourcis, hein. Mais disons qu'au moment du relayage, elles relayent, donc les parents s'en vont, ou les aidants prennent du temps pour eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent très bien rester avec l'enfant, donc avec autisme et la fratrie, ça c'est pas gênant. Et quand ils reviennent, par contre, on leur propose des stratégies et des outils pour que ça se passe mieux dans leur quotidien, et on a un suivi de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas voué à rester, on va dire, 6 mois, mais par contre, on peut faire de l'intensif tout de suite pour mettre en place des choses et pouvoir le diffuser. C'est-à-dire que s'il y a déjà une prise en charge des institutions, si avec peut-être même l'école, on peut vraiment créer des connexions pour pouvoir avoir les mêmes pratiques partout. Parce que c'est toujours très important que quand on met en place quelque chose, un outil, c'est pouvoir le multiplier et qu'on travaille tous de la même façon.
D'accord. Alors vous n'hésitez pas, parce que nous aurons des pauses, et puis il y a la pause déjeuner qui est toujours un moment privilégié. Si vous avez envie d'en savoir plus, bien vous allez voir les uns les autres. Tout le monde est très accessible dans les journées de l'autisme, donc ne vous privez pas de cette possibilité d'aller chercher des renseignements ou de poser des questions complémentaires. Dans l'atelier 2, nous parlions des passerelles. Et oui. Un truc par rapport aux familles. Ah ben avec plaisir, ne nous privons pas. C'est un peu dur pour moi, je suis un peu émotionnellement un peu excité, du coup j'essaie de faire pas trop long. Là, comme je dis, chez nous, on parlait là sur Biscarrosse de l'habitat inclusif, et dans ce cadre-là, on s'est lancé avant ça dans une histoire de colocation qu'on fait à 4 personnes du coup TSA. Ça fait 2 ans qu'on y habite, donc là il y a eu un petit déménagement, mais ça, voilà, on s'est réinstallé à un autre endroit, dans Parentis. Et l'histoire avec les parents, c'est intéressant parce qu'on voit aussi une histoire de relation entre l'histoire de la confiance des parents, de se dire « Ah, ben là, mon enfant, maintenant, il est dans une colocation, on est assisté par une assistante à la vie partagée qui nous aide à faire l'administratif et tout. » Et l'histoire de la relation avec les familles au niveau de la communication, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu il y a une sorte de communication un peu indirecte dans le sens où les familles, elles sont là... Ah ouais, je ne savais pas que voilà, mon fils, ma fille serait capable de faire ce genre de choses tout seul. Enfin, il y a une évolution progressive et mettre en avant, valoriser le savoir des familles et de nos proches aussi, ça passe d'abord par la communication. Et des fois, on dit qu'il faut mettre en place des ateliers directs, c'est-à-dire on fait par exemple nous, avec Biscat Typique, des cafés par an, pour faire des témoignages, tout ça, ou les papotages, tout ça. Mais souvent, ce genre d'objectif s'atteint de manière souvent indirecte, via d'autres actions qui font remonter un peu ce que... Voilà, ça fait que les parents discutent entre eux. Par exemple, nous, on a fait une nouvelle crémaillère il y a quelques semaines, justement, par rapport au nouvel emplacement. Ben là, il y a eu... les différents parents aussi qui se sont rencontrés ensemble avec les professionnels qui nous accompagnent, et il y a des échanges qui se font. Donc, des fois, pour mettre en avant tout ça, il faut des fois passer par des choses auxquelles c'est pas forcément... On se dit pas, il faut pas... L'objectif, c'est de faire valoriser le savoir-faire des familles, de le dire de manière un peu robotique. C'est souvent, on fait d'autres choses naturellement et ça vient par lui-même ensuite. Voilà, donc ne pas oublier que des fois, il ne faut pas forcément aller chercher la chose pour qu'elle vienne à nous. Voilà. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Céline, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je suis assez d'accord. Par exemple, via la compagnie Léa du Tipeee et toutes ces aventures qu'on vit ensemble, effectivement, il y a parfois aussi la place des parents qui participent aux créations. Et puis quand on part en tournée, etc. Enfin voilà, il y a vraiment aussi, c'est vrai, de manière informelle, des temps très très importants pour les parents et des espaces pour eux d'expression, d'échange et de valorisation de leur savoir aussi, quoi. Alors si on revient sur l'atelier 2, où en sommes-nous de l'atelier 2, des préconisations, enfin des idées qui avaient C'était les passerelles. Oui. Alors, moi, je peux parler de la sensibilisation parce qu'effectivement, il avait été dit aussi en conclusion que c'était très important de sensibiliser et dès le plus jeune âge, parce que voilà, comment faire changer les regards de cette société et faire en sorte qu'on parlait du harcèlement, là on en parlera demain, mais que ça n'arrive plus, faire en sorte qu'on ne parle même plus d'inclusion à un moment. Et dès le plus jeune âge, voilà. Donc nous, c'est avec l'outil de l'art et des spectacles qu'on travaille. Et voilà, comment sensibiliser dès le plus jeune âge. Donc là,
On va dans les centres de loisirs, les écoles, etc. Et pas plus tard qu'hier, on était au centre de loisirs de Biscarrosse toute la journée. Donc on a créé une forme plus simple, plus adaptée aux tout petits du spectacle Et toi, Petit Prince des Étoiles. Et puis tous les adhérents du GEM et puis quelques artistes de la compagnie ont créé des ateliers de sensibilisation via des outils divers et variés, mais qui font vraiment comprendre ce qu'ils peuvent vivre au niveau sensoriel, émotionnel, relationnel, etc. Et que les enfants, et puis évidemment y compris les accompagnants qui sont là, donc là les animateurs, on les sensibilise en même temps, mais pour parler de l'accueil de ces enfants dans ces espaces-là. Et je crois que vraiment ces outils sont vraiment constructifs et ils repartent avec, je pense, un autre regard. On espère en tout cas qu'on sème des graines avec ces choses-là. J'ai mon assistant qui me dit quelque chose à l'oreillette. Donc dans le créer des passerelles, alors nous, ça nous importe aussi que dans les événements aussi, les personnes concernées puissent bénéficier de certains événements. Alors là, on va le reproduire cette année, on l'a fait l'année dernière. Par exemple, il y a les biscapéros à Biscarrosse, donc une fois par mois. Il y a l'apéro géant sur la place du village, avec des food trucks, etc. Puis un concert, des choses comme ça qui se passent. Sauf que, évidemment, des espaces comme ça, c'est pas forcément évident pour les personnes concernées avec ces sensibilités-là d'y participer. Donc, on a créé le biscapéro inclusif avec un bal traditionnel, bal atypique. Et donc là, on crée des espaces. Par exemple, pour le repas, il y a des tables plus loin. Devant chaque food truck, il y a des fils, la file prioritaire handi, mais handi invisible. Donc, comment faire comprendre ça? Donc, il y a toute cette démarche. On fait des affiches, etc. Et si quelqu'un dit, qu'est-ce que tu fais là? On explique. Voilà. On ne peut pas attendre dans une file pour avoir sa barquette de frites. Il y a une tente, un espace zen où on peut aller se replier. Puis, on en profite pour faire des ateliers de sensibilisation, etc. Et puis, le bal, c'est aussi pour se rencontrer. Et puis, la danse, c'est un moyen aussi de se dire, OK, il y a le bal trad avec très codifié, mais on peut aussi danser autrement, et comme on a envie, et ensemble. Donc voilà, ça, c'est le genre d'événement qu'on aimerait reproduire pour que, dans la ville, et avec tout le monde, comment on peut intégrer ces personnes. C'est régulier ou c'était juste Alors une là, on l'a fait une fois, on le refait cette année, mais l'association des commerçants qui organise tout ça a vraiment envie de reproduire ça, par exemple pour la fête de la musique, etc. Donc on va essayer de reproduire ça a valeur ces d'exemple, événements. c'est bien. Très très bien. Si. Vous nous donnerez les dates? Ouais, le 22 avril à Biscarrosse, venez danser. Voilà, vous êtes invités. Si je peux rebondir sur ce que vient de dire Céline, depuis 2 ans maintenant, lors des fêtes de la Madeleine, lors de la journée des Pitchouns, donc qui est une journée spécifique pour les enfants, nous sommes 4 associations, donc Autisme Land, Ma Maison Bleue, plus 2 autres associations, entre parenthèses, et les Pitchouns du Moon. Et nous avons organisé une journée inclusive sur le même modèle, c'est-à-dire que nos enfants ont un espace réservé pour pouvoir faire une pause. Ils ont un accès prioritaire sur toutes les activités. On s'était rendu compte que beaucoup de familles d'enfants autistes en fait ne participaient pas du tout à cette journée de la Madeleine parce que trop de bruit, trop d'attentes, voilà. Et donc ça marche très bien depuis 2 ans et donc on renouvelle ça encore une 3e fois cette année, donc lors de la journée des Pitchouns de la fête de la Madeleine. Voilà, comme quoi il y a plein de choses possibles. Il faut simplement y penser et puis être déterminé pour les mettre en place. Je peux parler d'une autre chose très simple que l'on a mis en place déjà depuis quelques années. C'est tout simplement les cinémas typiques. Donc, en partenariat avec le cinéma de Biscarrosse, des séances adaptées tout simplement. Donc ça, c'est facile à mettre en place, mais ça permet vraiment à des familles qui nous disent merci. Jamais on n'aurait osé aller au cinéma parce que
Voilà, parce que des comportements pas adaptés dans cette société. Voilà, simplement, on peut laisser les lumières s'il faut, on enlève les pubs, on baisse le son s'il faut, et tout le monde a le droit de s'exprimer, de se lever, de se rasseoir, de sortir, de rentrer. Et c'est des séances ouvertes à tout le monde, donc ça crée la mixité, ça sensibilise à nouveau. C'est assez simple à mettre en place, donc n'hésitez pas dans vos villes avec le cinéma voilà, de proximité. Ça fait partie aussi des choses simples, mais vraiment importantes. Ah, c'est une très bonne idée, il faut que tous les cinémas des Landes fassent pareil. Ou adaptent, ça serait très très bien. On a également l'atelier 3 qui avait une belle ambition, c'était de réfléchir et de faire évoluer un petit peu les choses du côté des mobilités et des déplacements. Alors, Pierre. Ça marche. C'est allumé. Super. Donc oui, sur les mobilités, on a avancé. Elle est plus derrière moi, mais c'est pas grave. Avec l'association GMTSA que je préside, la LPCD et AFG Autisme, avec le soutien du département, nous avons monté un dispositif pour permettre à 4 adultes avec TSA par an de passer le code et le permis de conduire, puisqu'il faut plus de leçons de code et de permis de conduire de manière adaptée. J'espère ne pas vous dire de bêtises, mais on est pour chaque adulte, code et conduite compris, à 70 €, à 70 leçons de conduite et de code, pour un reste à charge par jeune de 150 € grâce au soutien du département que je remercie. Et on espère bien, puisque nos 4 jeunes sont en formation, ça y est, pouvoir reconduire l'opération l'année prochaine. D'accord. Malone ? Oui. Ouais. Déjà, merci de me laisser la parole. Je me présente, je m'appelle Malone. Beaucoup, vous me connaissez déjà. J'ai 14 ans, je représente l'atelier Saint-Marthe avec ma mère qui est quelque part par ici. Cette année, nous avons fait des liens, nous avons renseigné, sensibilisé, tout d'abord en faisant ce clip vidéo qu'on va passer normalement tout à l'heure. Nous avons créé des liens dans différents lieux autour de Dax et Mont-de-Marsan, dans une crèche, dans un lycée, dans mon collège, dans des associations sportives à domicile aussi, que ce soit chez moi ou chez eux. Avec le projet, avec les 2 projets, le clip vidéo et le projet photo art, où nous avons travaillé avec Pomme le photographe, j'ai trouvé très intéressant de retrouver les personnes concernées dans leur quotidien et d'avoir pu s'exprimer avec eux. Le clip a permis de sensibiliser un bon nombre de personnes pour la bonne cause. Merci de m'avoir laissé la parole. Merci. Alors effectivement, on verra le clip tout à l'heure. Qui sera une invitation à danser, je vous le dis tout de suite. On compte sur vous. Oui. Par rapport à l'atelier 3, déjà, bravo, 14 ans, prendre la parole devant tout le monde, ça va pas être facile. Merci beaucoup. Moi, à cet âge-là, je me serais cassé. Hein. J'ai fait du théâtre, mais c'était à partir du lycée. Mais avant... du coup, oui, par rapport à l'atelier 3, donc la mobilité, on a eu des histoires un peu avec la mairie niveau Biscarrosse pour essayer d'avoir des emplacements un peu privilégiés, et on a eu pendant une certaine période, puis après on les a plus eu pour certaines raisons. Oui, des places de parking, pardon. Parce que souvent, on est souvent, au niveau du handicap, on n'a pas la carte mobilité, parce qu'on est entre 55 et 80%, et ça, voilà, c'est comme ça. Et
Donc là, on redemande encore, c'est des fois assez fatigant d'expliquer qu'il n'y a pas que l'histoire d'être en fauteuil roulant, que des fois, j'ai mon frère, par exemple mon frère jumeau, on allait dans un atelier le vendredi matin, pour lui c'est difficile avec le bruit et tout, et que j'ai dû me retrouver, parce que c'était jour de marché, à aller à 3 km du GEM et à marcher avec mon frère en ville pour aller jusqu'au GEM pour un atelier. Ça, c'est dur à expliquer, à mettre en avant. Sinon, à part ça, il y a eu des fois des ateliers de sortie vélo en ville pour repérage des trajets, des dangers, etc., pour aider les personnes à se sentir mieux en ville, à se déplacer en ville. Et récemment, il y a eu des ateliers de prépa code au sein du GEM avec l'an d'insertion mobilité, pour plusieurs personnes qui préparent leur permis de conduire. Donc des séances adaptées aux besoins, réassurance, etc., liées avec l'auto-école. Il y avait eu un petit problème qui avait été rencontré, c'est que l'examen du code adapté, il est à Mont-de-Marsan. Et voilà, on est un petit peu loin, nous. C'est un peu le problème qu'on a, nous, avec le GEM. On est éloigné un peu de toutes les institutions cruciales. Voilà. D'accord, donc pour avancer sur la mobilité, on se heurte à un problème de mobilité. C'est ça. C'est ironique. Voilà. Je me souviens, il me semble qu'on avait parlé, vous aviez parlé aussi de tout ce qui concerne l'orientation dans la ville, la signalité. Qu'est-ce que vous avez pu travailler là-dessus avec peut-être les services de la commune, d'une ville ? Est-ce que ça a pu se faire? Puis on avait parlé de cartographie, alors c'était l'ambition magistrale, ça, mais est-ce que vous avez pu avancer un petit peu sur repérer un petit peu les villes qui effectivement ont fait un travail sur le sujet, ou celles qui sont en cours, ou celles qui sont en suspens? Peut-être un peu plus tard. Ouais, peut-être en 2026. On posera la question l'année prochaine. Voilà. Question à vous tous là. Vous avez l'impression que nos villes vous sont accessibles? Déjà au niveau du vélo, chez nous, c'est assez dur. Il n'y a pas trop de pistes cyclables dans les zones les plus denses. Il n'y a pas trop de zones 30 ou de zones piétonnes. Ça reste un peu compliqué. Même la zone principale, là où il y aura le bal atypique, justement, normalement, ça devrait être une zone, il y a plein de piétons et tout, et c'est même pas une zone de 20. C'est assez compliqué. Mais non, il y a encore du boulot. Pierre, Malone, vous en dites quoi, vous? Ça va? On peut mieux faire? Il y a des idées? Ça va, j'ai mon permis de conduire. On n'a pas encore pu travailler avec les transports en commun de l'agglomération sur l'accessibilité pour les personnes TSA et en situation de handicap. Mais je lance un appel à Monsieur le maire pour que nous puissions se voir et travailler sur cette mobilité après le permis de conduire. Bien, il y a une interpellation, Monsieur le maire, je crois. Voilà. Et tous les maires d'ailleurs, pas que Monsieur le maire, mais Messieurs les maires et mairesses. Est-ce que, au niveau, si vous en êtes d'accord, est-ce qu'au niveau du public de la salle, vous auriez une question ou un complément à apporter? Alors nous avons des micros, alors on les appelle baladeurs, mais en fait ce sont des micros qui sont très aimablement portés. Alors moi je ne vous vois pas très bien avec les spots, mais si vous levez la main, et voilà, on viendra vers vous. Voilà. Bonjour, merci à vous tous. Tom Daucher, moi je suis, vous me connaissez pour la plupart, médecin sur le CRA et sur le SAMSA de la LGEI. Je voulais rebondir en écho à ta dernière question, Philippe, sur la question de comment vous sentez la ville. Il y a vu l'année dernière Marie Pierron, qui était venue, donc une chercheuse sur notamment la question du sensoriel, qui était venue pour participer aux ateliers sur les rendez-vous landais de l'autisme, et elle avait un projet de recherche participative qui visait justement à interroger, à travailler avec les personnes concernées, directement concernées, sur
leur ressenti du sensoriel dans les espaces urbains. Qu'est-ce qui pouvait aider, qu'est-ce qui pouvait être gênant? Ma question, c'était est-ce qu'il y a des jeunes ou des moins jeunes que vous connaissez parmi les GEM ou en lien avec les associations qui ont pu participer justement à cette recherche? Oh, je suis... Non? Il semble que non. Et alors, je crois qu'il y a des Landais, je ne sais pas à qui, mais je crois qu'il y a des Landais qui ont pu participer. Donc, je pense qu'on aura aussi des retours de Marie là-dessus, parce qu'il y a l'idée aussi, dans un second temps, de pouvoir avoir peut-être des lieux de répit dans les villes, des lieux qui vont être des zones, on va dire, sensoriellement peut-être plus apaisées. Donc, moi, je resterai en lien avec Marie, puis on vous tiendra informé. D'accord, merci Tom. Ce qu'il faut rappeler, c'est que tous les progrès qu'on peut faire pour certains d'entre nous, ça profite à tout le monde. Et quand on améliore la ville, ou telle thématique comme la mobilité ou d'autres, quand on l'améliore pour certains, en fait, on s'aperçoit que ça l'améliore pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça que c'est très, très important de se soucier de chacun de manière singulière, parce que après, tout le monde y trouve un confort, il trouve une facilité, il trouve un plaisir à être là où il est dans la ville, à se diriger, à s'orienter, à ne pas trop se perdre. Voilà, et donc si on améliore la ville pour certains, on l'améliore en fait pour tout le monde. Donc merci à tous. Voilà. Il est à peu près 10h30. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur une autre thématique qui serait peut-être en dehors des ateliers 2024 ? Pas particulièrement, mais ça sera peut-être un peu plus tard. Voilà, en tous les cas, nous vous remercions beaucoup, chaleureusement. Il y a une question ? Ah, une question. Mais c'est peut-être pas une question, c'est peut-être juste une remarque. Bonjour, je suis Vincent Chambaud. J'avais une question à vous poser. Voilà, vous buvez une gorgée. J'ai oublié votre prénom, pardon. Pardon ? Renaud. Renaud. Merci de vos interventions. Merci de votre invitation ici. Vous parlez de mobilité tout à l'heure et de place de mobilité et de stationnement. Et vous évoquiez, me semble-t-il, une problématique d'aller vous garer à 3 km et de traverser le marché pour aller à une activité ou pour vous déplacer tout simplement, et que c'était effectivement un besoin particulier que vous aviez d'avoir accès à ces places-là. Et vous parliez de pourcentage. Il y a donc un blocage. Il y a un blocage pour avoir accès à cette carte qui vous permettrait de vous rapprocher, évidemment. Et on la connaît tous, cette carte. Il y a la carte d'invalidité et la carte de mobilité. Qu'est-ce qui pose problème par rapport à ce pourcentage-là ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un degré ou qu'il y a un pourcentage encore ? Pourquoi ça bloque encore là ? Renaud, vous avez quelques... On vous passe un micro, Renaud, peut-être, pour que vous puissiez vous faire entendre. On entendait tout à l'heure, vous parliez de pourcentage, 50, 80... Enfin, 55, 60. Voilà, hein, c'est ça. Vous savez, je suis ingénieur, donc quoi, je suis ça un peu matheux là-dedans. Donc, non, bah après, ouais, l'histoire des pourcentages, on se pose encore la question aujourd'hui, de se dire pourquoi on met les gens dans des pourcentages. Toi, tu es plus handicapé que moi, tu as voilà, plus de ça. points que moi. Il y a encore un degré dans le handicap, quoi. C'est donc, c'est pas très accessible tout ça. Bah, le truc, c'est que là, j'aurais pas les éléments pour répondre s'il me faudrait faire un débat de 4 heures, parce que c'est le genre de questions. C'est le genre de questions. Il faudrait carrément un atelier, peut-être en 2026, là-dessus. Allez. Sur les, on en reparlera. Sur la hiérarchisation de la sévérité des handicaps. On est en situation de handicap où on ne l'est pas, et on peut avoir accès à une mobilité et une accessibilité. Alors, je pense qu'il y a des personnes dans la salle qui peuvent nous éclairer. Ouais. Éclairer notre lanterne. Je précise, Maï, par exemple. Parce qu'il faut comprendre ce mécanisme et puis comprendre aussi son histoire à ce mécanisme et ses conséquences. Merci. Je ne sais pas à qui l'attribuer, mais quelqu'un avait dit le drame du monde moderne, c'est d'accepter
ou de ce qui se voit et d'ignorer ce qui ne se voit pas. Or, les particularités neurodéveloppementales telles que celles du trouble de l'autisme ne sont pas visibles et par conséquent, on a du mal à les prendre en considération. Donc autant quelqu'un qui est en fauteuil roulant, on peut imaginer et se mettre à la place de la personne qui présente ce type de particularité quant au stationnement, autant une personne qui a des particularités sensorielles, des difficultés à gérer les interactions sociales imposées, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, on a une partie de l'explication. Après, moi, je pense que le plus important, et c'est là toute la difficulté, parce que quand on est TSA, on a du mal à bien repérer toutes les particularités, mais c'est l'argumentation bien précise plutôt que le pourcentage. Je ne sais pas si c'est pris en charge, mais ça, c'est la MLPH qui serait mieux approprié pour le dire. Mais ce qui est important, c'est de bien préciser où justement se trouvent les difficultés et l'argumentation par rapport à tout cela, afin de pouvoir justement permettre l'analyse de ce handicap invisible et des difficultés que ça apporte. Moi, personnellement, prendre la voiture, pour moi, c'est une horreur parce que je ne sais pas où je vais aller me garer, je ne sais pas quel chemin je vais prendre, je ne sais pas, etc. Mais toutes j'ai pas fait la demande, hein, donc je ne peux pas savoir si ça a été accepté ou refusé. Mais tous ces arguments, je pense que c'est vraiment très important. C'est pas parce que j'ai peur de conduire, c'est parce que pour moi, ça me fatigue de conduire, ça m'angoisse de savoir où est-ce que je vais trouver une place, etc. Et donc tout ça, je pense qu'en le mettant bien correctement noir sur blanc, ça peut apporter une solution supplémentaire, tout en sachant, et là pour le coup, la MLPH peut le confirmer également, c'est que les places handicapées, il n'y en a qu'un nombre limité, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on restera dans une difficulté supplémentaire. Juste pour rebondir, ça m'a fait penser à un truc tout bête. Ces systèmes de pourcentage, de diagnostic et tout ça, ça a été élaboré par des personnes neuroatypiques ou neurotypiques à la base? Je pense que tu connais la réponse. Et peut-être l'année prochaine, un atelier peut-être sur refaire notre propre évaluation, notre propre diagnostic faite par les personnes concernées. Bon, et bien voilà, on a déjà 2 ateliers pour 2026 qui sont assez proches, assez liés, donc ce sera très intéressant. Nous avons d'autres interventions dans le public, s'il vous plaît. Alors, je ne vois pas où, mais voilà. Oui. Non, je ne vais pas me lever. Bonjour à tous, Françoise Béliard, responsable du service enfance à la mairie de Biscarrosse. Je suis venue avec l'adjointe aux affaires scolaires, Madame Poncher, et l'équipe aussi d'animation autour de l'inclusion, donc sur les accueils péri et extrascolaires sur la ville de Biscarrosse. Je reviens vers toi, Renaud. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Moi, je t'ai connu, tu avais 6 ans. Tu étais un tout petit garçon. De te revoir là aujourd'hui, j'avoue que je suis troublée, fière aussi de ce que tu es devenu. Tu es extraordinaire, je trouve incroyable, un combat de tous les jours, de tous les instants, avec ta famille, avec tes parents, qu'on a connus de manière très proche pendant pas mal d'années pour cet accompagnement. Bravo à toi, à l'homme que tu es devenu, et je suis vraiment contente de te revoir aujourd'hui. Ah, c'est toujours difficile de recevoir des compliments. Voilà. Eh bien, on va vous remercier toutes et tous. Ah, il y a encore, mais c'est super. Oui, excusez-moi. Très bien, allez-y. Excusez-moi, merci. J'en profite, je ne peux pas ne pas réagir à ce qu'a dit Tom tout à l'heure. Et d'ailleurs, je le remercie d'avoir remis sur le tapis la recherche de Marie Pierron sur la sensorialité en ville. Donc moi, je fais partie d'une association Campus Urbain qui participe activement à ce projet de recherche participative. Et je voulais confirmer le fait que des jeunes personnes autistes avaient participé à cette recherche et qu'on travaille notamment avec le département des Landes sur mettre en place des choses, pouvoir intégrer les résultats de cette recherche dans des actions concrètes. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est en cours. Voilà. Donc merci beaucoup à toutes et tous. Merci de votre apport et je pense que ça rassure Tom
Voilà. Et oui, ça prend du temps, mais la recherche prend toujours un peu de temps et il faut lui donner du temps, justement, pour qu'elle puisse produire des choses de qualité. Voilà, merci à vous. Une autre intervention. Oh, mais alors, c'est parfait. La dernière. L'avant-dernière, très bien. Bonjour, Cyril Guessot, conseiller départemental. Bonjour. Je rebondis sur ce qui a été dit sur les pourcentages. Et effectivement, les normes sont des sujets sur lesquels nous devons tous travailler. Charles Gardou, que je citais tout à l'heure, disait que la société inclusive est celle qui s'élève contre l'emprise excessive des normes. Ces normes qui prescrivent, proscrivent et embolisent de l'expression singulière. Et ce que nous allons essayer de travailler avec le conseil départemental, en lien avec l'emploi notamment, et les comités locaux de l'emploi, c'est d'essayer de trouver le chemin d'avoir des reconnaissances de situations de handicap pour le travail, a priori, sans avoir à déposer tous les dossiers, sans avoir à basculer dans toutes ces normes. C'est-à-dire d'essayer de faire confiance a priori sur les déclarations pour bénéficier de l'ensemble des droits auxquels les personnes qui ont des besoins y ont droit, justement, et qu'on puisse les déclencher immédiatement sans attendre 4 à 6 mois de délai d'instruction. Donc nous allons travailler avec la MLPH et le conseil départemental et l'ensemble des acteurs liés à l'emploi pour qu'on puisse aider à ce que chacun puisse essayer d'éprouver ses rêves et se sentir exister plus aujourd'hui. Voilà. Et une dernière question. Bonjour, je voulais juste une petite question par rapport à ce gap pendant les années scolaires, parce qu'on en avait parlé, vous avez dit pendant un des ateliers que vous parliez par rapport au harcèlement scolaire, à cette inclusion, qu'on devait essayer de l'enlever, ce mot inclusion. J'avais une petite question et aussi par rapport à mon expérience, parce que j'ai eu du harcèlement scolaire pendant de nombreuses années, pendant le collège et le lycée, donc on va dire des années assez critiques pour le développement d'un adulte. J'avais déjà cette question, est-ce que des projets sont déjà en cours par rapport au collège et au lycée voilà, et par rapport à mon expérience, c'est que j'ai eu pendant longtemps du harcèlement scolaire, on va dire depuis la 6e, j'ai eu beaucoup de harcèlement scolaire. À la 6e, c'était en 4e, en 5e, en 3e, en seconde, première terminale, bref, pendant tout ce temps, c'était la même personne. Et aujourd'hui, j'arrive bientôt à la fin, j'ai bientôt le fin mot avec bientôt un procès. Je ne vais pas dire la date, je ne vais pas dire où c'est, mais j'ai bientôt le procès en cours. Et donc voilà, ce serait avoir cette question, est-ce qu'il y a déjà des projets en cours pour éviter ce genre d'expérience que j'ai reçue, voilà, et si c'était aussi possible de faire des ateliers dans d'autres lycées, dans d'autres collèges, inclure des personnes qui ont eu ce genre de harcèlement par rapport à l'autisme ou même par rapport à n'importe quel autre problème neurodéveloppement, voilà. Je tiens aussi à remercier mon père et à toute ma famille et toutes les personnes qui m'ont soutenu par rapport à ce harcèlement scolaire. Et voilà, merci. Oui, alors donc c'est pour ça que pour nous c'est important d'agir dès la petite enfance, effectivement, pour que la différence voilà, ne soit plus une différence, justement, comment chacun est différent et comment on peut vivre ensemble. Mais vous verrez demain, je ne sais pas si vous êtes là demain, mais effectivement, il y aura la diffusion d'un court-métrage qui a été créé par des personnes qui ont vécu aussi le harcèlement, parce que vous n'êtes pas seul, loin de là. Donc ce court-métrage parle de ça, et puis avec des témoignages aussi. Et on a commencé effectivement à intervenir dans les collèges et lycées, et on espère pouvoir faire déjà le tour du département, voire au-delà, mais pour vraiment parler du harcèlement et du handicap invisible.
Oui, si je peux rebondir aussi un petit peu. Donc, le harcèlement scolaire, c'était un gros sujet. À savoir, donc, on ne sensibilisera jamais assez, ça c'est vrai, mais sachez aussi donc, l'école inclusive de la DSDEN a une professeure ressource qui se déplace aussi dans les établissements scolaires pour justement sensibiliser. Et on s'aperçoit que quand les élèves ont une connaissance du trouble du spectre de l'autisme, déjà les regards changent. Voilà, au moins à 90%. Donc ça, c'est très important d'en parler et de communiquer là-dessus. Ensuite, harcèlement, vous avez le protocole harcèlement maintenant qui existe. Donc n'hésitez pas à appeler le 3018. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire aussi. Donc voilà, il y a des choses quand même qui se mettent en place. Et après, ben, comme tu disais, effectivement, de toute façon, on ne sensibilisera jamais assez, mais ça, c'est en train d'avancer, du moins. Voilà. Merci. Je vous laisse regagner vos sièges. Tout à l'heure, Cyril Guessot parlait des normes. Il faut rappeler que on parle de situation du handicap et qu'une situation de handicap, c'est l'inadéquation qu'il y a entre la singularité d'une personne, ça peut être vous et moi, à un moment donné, et puis son environnement. Et que dans l'environnement, il y a des normes. Et que les normes sont constitutives des situations de handicap. Et qu'il faut repenser les normes pour que ces normes soient moins ou pas ou plus excluantes. Alors, tout à l'heure, Malone Sammartano nous parlait d'un clip, de danse, voilà. Et je pense que vous vous souvenez l'année dernière que nous avions diffusé un clip de danse qui réunissait déjà beaucoup de personnes et c'était très vivant, c'était très festif. Et vous aviez été nombreux à monter sur scène pour danser avec nous. Donc on s'est dit, ce beau moment, ça serait bien qu'on le reproduise. Mais pas le même clip, pas la même musique, mais bien sûr avec vous. Alors j'invite Sarah Sammartano, allez par là, voilà. Donc c'est la maman de Malone, puisque Malone a dit que c'était sa maman, donc voilà. Et puis Sarah a poursuivi cette aventure qui associe un grand nombre de partenaires, tout âge confondu, vous allez voir dans le clip. Sarah, peut-être, si tu veux nous en dire un tout petit peu plus, et puis on va envoyer la musique, comme on dirait à Taratata, par exemple. Envoyer la musique. Bonjour à tous, et merci d'être présents encore une nouvelle fois au CR Rendez-vous Landais. Que dire de plus? On a beaucoup évolué, on a essayé d'avancer, et on a créé un nouveau clip cette année, puisqu'il a bien fonctionné l'année dernière. On a essayé de faire bouger les choses en dansant. Et donc je vous laisse regarder et je vous invite à prendre place sur scène pour danser avec nous. Allez, envoyez la musique. Très heureux de vous. Et j'aimerais bien vous voir tous debout là. L'atelier Saint-Martin a œuvré pour faut bouger, vous savez que c'est très important de bouger. De l'inclusion. Voici la musique et les mouvements qui réunissent celles et ceux, comme moi, qui ont la passion du vivre ensemble. This season's ice cold, believe me, will it get so? Winter comes rolling in, freezing everything, straight icicles, building a snowman, bundle up, it gets chilly. Got my gloves on and my winter hat, and I love my hat, it's so pretty. It's not hot, Je vois pas Monsieur Alias. Il est où Monsieur Alias? cold in the winter, man, it's not hot, no way. I can't feel the ends of my fingers, man, it's not hot, no man. Can't say my name, you know who I am, Jack Frost, oh yeah. And I'm sick and tired of that winter. Break it down. Seasons changing, hallelujah. Ooh. Seasons changing, hallelujah. Ooh. Seasons changing, hallelujah. Ooh. Cause spring is here, I'm gonna prove it to you. Ooh. Spring is here, I'm gonna prove it to you. Spring is here, I'm gonna prove it to you. The flowers are blooming, the sun is hot. If you don't believe me, just watch, come on.
put some water in it, 'cause summer's here and I feel the heat. Julio, to the beach. Back to sunshine, flip-flops. The summertime is so pretty. If you stay out in the sun too long, you might get a little bit drippy. It's too hot, oh yeah. Call the lifeguard and the fireman. It's too hot, hot yeah. Could the temperature be any higher, man? It's too hot, oh yeah. Could someone please bring me a fan? It's too hot, yes man. I think I'm finally done with summer. Break it down. Seasons changing, hallelujah. Seasons changing, hallelujah. Seasons changing, hallelujah. 'Cause fall is here, I'm gonna prove it to ya. Fall is here, I'm gonna prove it to ya. Fall is here, I'm gonna prove it to ya. Halloween and falling leaves. If you don't believe me, just watch. Come on. Fall is when the wind blows. 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 Hey, 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 oh! Now we know the names of the seasons, four and all. Winter turns to spring, summer turns to fall. Now we know the names of the seasons, four and all. Winter, spring, summer, fall. Voilà. Ça fait du bien de bouger. Alors on va faire baisser un petit peu le cardio là. Hein. Alors on a deux écrans devant et on avait la Corée devant. Mais bien évidemment on ne regardait pas donc vous n'avez pas pu voir le résultat. Voilà, si vous avez aimé, ce morceau s'appelle Up Down Funk. C'est un morceau de 2015 qui était dans un album de Mark Ronson. À l'origine, c'était chanté par Bruno Mars. Mais là, c'était une reprise. Alors, on va faire un petit moment de respiration hein, pour retrouver notre calme, notre sérénité. Faire un petit moment de méditation, peut-être. Fermez les yeux. Laissez-vous bercer. Méditation de pleine conscience. C'était Vladimir Jankélévitch, un philosophe qui a beaucoup écrit sur la musique, qui disait « Le silence, c'est le désert sur lequel fleurit la musique. » Silence. Eh bien, on va inviter maintenant deux personnes qui travaillent au musée de l'hydraviation de Biscarrosse et qui vont nous parler justement de l'accès à la culture dans le cadre du musée de Biscarrosse. Ursula Morer-Pascal, qui est médiatrice culturelle, et Clara Speck, j'espère que j'ai bien prononcé, ça va, qui est chargée du développement sur ce même lieu. Vous pouvez vous installer là, je vais me mettre à côté de vous. Voilà. D'accord ? Voilà. Alors moi j'ai eu la chance, il y a déjà pas mal d'années d'aller visiter le musée, puis j'ai passé une bonne journée, c'est la journée où on pouvait faire des baptêmes. Voilà. Ouais. Et moi j'étais admiratif dans le musée des moteurs. Bon, j'adore les moteurs. Voilà. Mais il n'y a pas que ça.
Hein, voilà. Donc, je crois que vous vouliez, puis il va y avoir quelques diapos qui vont apparaître. Vous vouliez nous parler un petit peu de cette expérience, de cette démarche que vous avez. Donc, vous avez un micro, si vous le souhaitez. Donc, je vous laisse nous en dire plus, nous présenter ça. Alors, bonjour. Ah, ça marche. Oui, bon, avant de vous expliquer un peu plus en détail ce que nous avons mis en place, les actions que nous avons mis en place à destination d'un public en situation de handicap et spécialement aussi pour les personnes atteintes de TSA. Je veux d'abord vous présenter le musée. Donc, ce musée qui se trouve à Biscarrosse, au bord du lac sud, Biscarrosse-Parentis. Il a été fondé en 1982 par une dame, Madame Biéclaz, qui était passionnée de l'histoire locale et qui voulait surtout mettre en avant une personne importante pour Biscarrosse, l'ingénieur M. Latécoère, qui lui avait en 1930, quasiment au même endroit que le musée, des usines d'assemblage et d'essai d'hydravions. Quelques années plus tard, en 1939, toujours au bord du même lac, mais sur une autre rive, a été construite ensuite l'hydrobase des Ourtiquets. En fait, c'était une sorte d'aéroport, d'où partaient les hydravions de ligne depuis Biscarrosse jusqu'à New York et jusqu'aux Antilles. Donc, c'était exploité par Air France Transatlantique. Et donc le musée, il retrace cette histoire donc, du début de l'hydraviation, donc le premier hydravion qui a été construit en 1910 jusqu'à nos jours. Donc c'est une collection très riche, donc vous allez voir des pièces d'hydravion, des moteurs, des hélices, des objets, des documents, des tableaux de peintres de l'air et de l'espace, et des documents d'archives, des maquettes, reconstitution de cabines et des cabines d'origine d'hydravions, et dans un hangar des hydravions en taille réelle, donc une dizaine à peu près, et tout ça sur 1250 mètres carrés de surface. Nous enregistrons environ 25 000 visiteurs par an au niveau de notre fréquentation. Donc aujourd'hui, c'est un musée municipal, mais quasiment le seul qui retrace vraiment, qui est unique par rapport à cette thématique de l'hydraviation dans le monde, on peut dire. Alors, notre projet d'ouvrir nos collections, qui devient vraiment accessible à tout le monde, ça date de 2-3 ans à peu près, vraiment un peu plus concrètement. Mais c'était aussi suite à des demandes qui venaient des familles et des visiteurs qui demandaient vraiment une plus grande accessibilité. Et ensemble, avec Clara, nous nous sommes formés avec Culture et Santé à Bordeaux lors d'une journée pour ouvrir notre réseau. En fait, il permettait de mettre en lien des structures culturelles avec des structures médicales. Et grâce à cette rencontre, nous avons pu prendre contact avec le GEM et Iridescence à Biscarrosse. Et ensemble, nous avons mis en place des rendez-vous. Il y a les adhérents et aussi les encadrants qui sont venus au musée. Nous avons conçu ensemble une visite sensorielle. Et grâce à leur retour, nous avons pu les améliorer. Et aussi améliorer notre accueil en fonction de ce public. Alors, il faut savoir aussi que le musée, il est labellisé, Musée de France. Donc, il se doit quelque part aussi d'être vraiment accessible à tout public. Et nous avons aussi la marque de qualité tourisme que nous allons renouveler cette année, qui devient donc la destination d'excellence. Et pour obtenir cette marque, nous devons souscrire plusieurs critères. Et parmi ces critères, il y en a beaucoup qui concernent l'accessibilité. Donc ça nous tient vraiment à cœur. Et sans oublier aussi que la ville de Biscarrosse a signé la charte de ville et handicap. Et parmi les thématiques se trouve aussi, entre autres, la culture. Voilà, donc un peu pour vous présenter le musée. Donc ensuite, je laisse la parole à Clara qui va vous présenter un peu plus en détail les différentes actions que nous avons mises en place. Merci.
Merci Ursula. Bonjour à toutes et tous. Alors oui, ce qui a été hyper enrichissant avec cette visite avec le GEM, en fait, c'est qu'on a pu identifier des problématiques qu'auparavant on n'avait pas forcément identifiées, notamment dès l'accueil en fait du public, ne serait-ce que la signalétique qui était pas forcément clair. On a intégré aussi un plan simplifié des collections pour que les personnes qui puissent arriver à l'accueil identifient avant même d'avoir fait la visite les espaces et qu'ils soient rassurés. Donc le personnel d'accueil a aussi été sensibilisé puisqu'il y a une super formation en ligne qui est gratuite qui s'appelle Mon musée accessible. Donc on a tous été un peu sensibilisés sur la thématique, y compris les agents d'accueil. Et on prête également gratuitement du matériel au niveau de l'accueil du musée. Donc pour les personnes à TSA, on prête des casques de réduction du bruit. Voilà, donc c'est déjà un premier pas qui a été fait, mais tous les ans, on souhaite enrichir vraiment ce matériel à disposition. Là, on a aussi un projet pour les années à venir de s'inspirer du Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux qui propose le sac facile pour découvrir les collections avec des objets anti-stress, etc. Donc ça, c'est l'étape d'après. Donc voilà pour l'accueil. Ce qu'on a aussi, donc là on est en phase un peu d'expérimentation, mis en place, c'est un temps calme. Le premier mercredi de chaque mois, on propose un temps calme avec réduction du bruit, lumière tamisée et aussi on évite que les personnes qui aient une trop forte affluence sur cet horaire-là, donc on conseille de ne pas forcément venir pour que ce soit vraiment un temps calme finalement. Voilà pour l'accueil. Au niveau du musée, à l'intérieur du musée, on a pu mettre en place plusieurs choses que vous pouvez voir sur le diaporama. Premièrement, les planches tactilo-visuelles. Donc là, on en voit une en haut à gauche. Ce sont des reproductions d'œuvres en 3D. Donc il y a aussi du braille. Au départ, c'est pour les personnes qui sont non-voyantes et malvoyantes. Mais en fait, ce dispositif-là, il est ouvert à tous parce que c'est hyper intéressant puisque vous allez pouvoir découvrir une œuvre par le toucher, donc par les sens. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça favorise un peu les échanges entre les visiteurs puisque c'est très rare qu'on visite un musée seul. Et ça permet aussi de créer des sujets de discussion, d'échanger sur une œuvre et de la découvrir différemment. Ce qu'on a aussi identifié lors de notre visite avec le GEM, c'est que ça manquait un peu d'espace de repos, de calme, d'espace où se réfugier. Quand on faisait notre visite, on a une petite particularité au musée, c'est qu'en fait on a conservé un patrimoine historique, donc les bâtiments sont des anciens pavillons où logeaient jadis les ouvriers de l'hydrobase des Ourtiquets, et pour relier ces pavillons-là, on a des galeries qui sont très étroites, ce sont des longs couloirs, et lorsqu'on a du monde, ça peut être extrêmement stressant et puis on peut vite se sentir oppressé. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est... Voilà, pareil, une première expérimentation, c'est au niveau de notre espace pédagogique en fin de visite. Donc c'est un espace pédagogique sur la thématique de l'air et de l'eau, les deux éléments de l'hydraviation. Et dans l'espace océan, on a vraiment intégré la dimension cocooning avec des canapés, des coussins et également un espace Snowzellen que vous pouvez voir en bas à gauche. Pour que les personnes puissent vraiment avoir une bulle hors du temps avec une lumière donc bleue qui rappelle l'océan, puisqu'il y a toujours la thématique hydraviation, des sons de la nature et des objets déstressants, sensoriels, voilà. Donc voici un petit peu ce qu'on a mis en place. J'espère ne rien oublier. Oui, on a aussi travaillé beaucoup sur la communication parce que c'est surtout ça aussi, faire connaître nous les dispositifs qu'on met en place, et on est toujours en perpétuelle remise en question. Voilà, donc on a besoin nous aussi de communiquer avec les professionnels pour essayer d'améliorer, d'enrichir nos connaissances, donc nos compétences, et d'offrir un plus large panel de dispositifs, quoi. Donc là, on a travaillé sur une refonte du site internet qui est désormais accessible, et sur ce site internet-là, on a intégré un nouvel onglet, accessibilité, dans lequel on détaille vraiment tous les dispositifs par personne, enfin par type de handicap plutôt. Oui, il y a dessus un plan simplifié des collections. Je voulais dire, en fait, j'ai oublié de le dire en introduction, mais vraiment, nous, on a deux orientations principales. C'est l'adaptation. Surtout, donc, on propose les visites guidées sensorielles, effectivement, mais pas que. On s'adapte vraiment aux besoins des personnes. Donc ça, c'est vraiment notre première orientation. Le but, c'est de préparer en amont les visites. Mais l'aboutissement, à terme du projet, ce serait que toutes les personnes qui le souhaitent puissent être autonomes. Voilà.
sans forcément qu'elle soit accompagnée. Donc là, c'est pareil, on a développé un livret en FALC, facile à lire et à comprendre, pour que les personnes puissent être autonomes dans la découverte des collections. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire la visite avec un guide, et ça se comprend. Voilà. Et les guides ne sont pas toujours disponibles. Voilà. Donc il y a aussi vraiment cette volonté, quand je parle d'autonomie, c'est autonomie avant la visite, en arrivant sur site, pendant la visite et après. Vraiment, ça c'est vraiment notre objectif à terme, et c'est hyper important d'en parler aussi. Donc nous on s'adapte, mais il faut aussi que les personnes puissent être autonomes. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire surtout. Merci pour votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, et on est là aujourd'hui donc pour ça. Merci beaucoup, je suis admiratif des efforts que vous déployez, de la volonté que vous avez de vous améliorer encore, d'envisager les choses de manière très systémique, avant, pendant, après, etc. Je crois que c'est... Allez au musée de Biscarrosse. Le site web, c'est son adresse, facile à trouver? Oui. www.hydravion au pluriel -du6 biscarrosse.com. Voilà, et on est assez bien référencé, donc normalement vous devrez nous trouver. Si vous ne nous trouvez pas, dites-le nous. Pareil, il y a encore d'autres améliorations peut-être à faire. Ça marche. Il y a le musée dont j'ai le souvenir, et on voit des photos. Et puis il y a aussi ce moment qui n'est pas tous les jours, mais quelques fois dans l'année, où effectivement on voit des hydravions au bord de la plage. Là. Et puis on peut monter, faire un petit voyage, etc. Et là, on peut avoir des appréhensions. On peut avoir besoin d'être rassuré, ou besoin de... Il y a du bruit, ça fait du bruit quand même. Hein, voilà. Est-ce que vous avez prolongé votre philosophie voilà, jusqu'à ce moment-là, ou c'est réservé qu'au musée? Alors effectivement, il y a 2 structures à Biscarrosse qui proposent toute l'année des baptêmes de l'air. Ce sont le Vol des Aigles et Aquitaine Hydravion. Donc en fait, ils sont indépendants de nous. Mais oui, tout à fait, ça, je pense que ça serait quelque chose dans le futur à travailler avec eux aussi, de les sensibiliser. En sachant aussi qu'il y a tous les 2 ans, là, à nouveau cette année, le grand rassemblement international d'hydravion qui aura lieu fin mai, début juin. Et là, je pense c'est pareil, ce que j'ai entendu tout à l'heure pour le Biscapéro. Au fait, il faudrait faire la même chose aussi pour ces manifestations-là. Ouais. Mais je crains qu'il faut encore un peu de temps pour y arriver, pour ces grandes manifestations. Mais, bon, et je veux dire aussi qu'encore un grand merci à GEM. Tout ce que nous avons pu mettre en place, c'est grâce à ce co-travail. C'était vraiment une coproduction ensemble. Ça fait une belle équipe. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah ben venez. Merci Céline. Oui, effectivement, oui. Le 28 avril, nous proposons des visites vraiment à destination des personnes avec le TSA. Et c'est sur réservation, c'est le matin, sur 2 créneaux. Donc il y a des visites guidées jusqu'à un maximum 10 personnes par créneau. C'est de 10h à 11h et 11h à midi. Et en plus, l'association des Amis du Musée propose aussi des créneaux pour le simulateur de vol. Alors c'est un simulateur de vol sur ordinateur, sur écran, mais c'est vraiment très chouette. Oui, avec des manettes. Et donc, oui, n'hésitez pas à nous solliciter, même là aujourd'hui, et après de nous appeler pour réserver vos places. Oui, merci. Je pense que vous allez être sollicité. Oui. Merci beaucoup. Merci Céline. J'ai plusieurs assistantes dont Céline, donc c'est parfait. Merci.